l'aide sociale à l'enfance est aujourd'hui une politique portée par les départements, c'est de regarder comment on peut proposer à un certain nombre de familles adoptantes, quand elles le souhaitent, de pouvoir faire la formation pour être avoir également un agrément assistants familiaux, pour pouvoir accueillir plus tôt, plus vite des enfants tout petits. Je pense en particulier à la question, bien sûr, des pouponnières. Les travaux que je mène sur la question de l'adoption, c'est aussi comment on élargit les critères de l'adoption, comment on facilite, comment on travaille la question des fratries. Si aujourd'hui il y a des enfants qui sont pupilles mais qui ne trouvent pas de famille, la moitié d'entre eux, c'est parce qu'ils ont plus de 7 ans. Et l'autre moitié, en tout cas la moitié de l'autre moitié, c'est parce qu'il y a une fratrie. Et l'autre, c'est parce qu'il y a une situation de handicap. Voilà la réalité. Sauf qu'on sait très bien que le fait aujourd'hui d'avoir déjà un fichier national qui va se déployer va permettre d'avoir un accompagnement, en tout cas renforcé. C'est une de mes priorités. Pour pouvoir laisser le temps aux travaux, mais continuer à présenter ma feuille de route, un des enjeux qui m'est octroyé, c'est également la prévention des placements des enfants. C'est comment on fait par le soutien à la parentalité, par l'accompagnement au répit, par finalement l'accompagnement de la santé, et bien comment on crée une coordination, un écosystème aux côtés des parents pour qu'on n'arrive pas finalement à vivre ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire 70% de décisions judiciaires de placement. Moi, je ne dirais jamais qu'il y a trop de signalements. Au contraire, je pense que signaler, c'est éviter le pire. Et ensuite, oui, exactement. Et finalement, ensuite, il y a des professionnels qui voient et qui évaluent la situation. Donc, il ne faut pas. Moi, j'inverse pas la charge. Tant qu'on alerte, c'est bien. On signale, on dit. Mais comment on prévient? Comment on prévient du placement? Et ça passe, en tout cas, quand on discute et on travaille avec les professionnels, par une véritable politique du coup de soutien à la parentalité bien en amont. Ça passe également par des modalités qui préparent les conditions de retour des enfants. C'est pas, je veux dire, on entend beaucoup trop encore. Quand on vous le prend, on vous le rend pas. Ça reste dans les paroles, on va dire plus. On ne peut pas. On ne peut pas laisser s'installer finalement cette situation. L'intérêt de l'enfant doit primer et absolument être au cœur. Mais comment on le fait? Comment on le fait? Comment on le rend opérationnel? Beaucoup de lois ont été faites, ont été votées. Et pour le coup, la dernière d'entre elles, que ce soit sur l'adoption, la loi Limon ou encore la loi Taquet, maintenant, la question, c'est comment on les met en œuvre. La première recherche de l'entourage, le statut du tiers digne de confiance, de l'administrateur ad hoc, ce sont des exemples très concrets de manière d'accompagner, en tout cas, les enfants. Ensuite, dans cette finalité, il y a dans dans cet accompagnement à la stratégie à parentalité, comment on intègre de nouveaux défis. Et je pense que moi, ça va être un travail qui va être extrêmement important. La question des écrans, du défi des écrans et de ses conséquences. Et quand je dis les écrans, déjà c'est pluriel, c'est volontaire, mais c'est aussi les différents usages aux différents âges. Les tout petits, il y a eu beaucoup de travaux parlementaires sur la présence dans les crèches, chez les assistantes maternelles, les contrôles des PMI. Les tout petits, il y a la question aujourd'hui des réseaux sociaux, donc de la loi par exemple Marcangeli sur l'interdiction à 15 ans. Il y a la question qui se pose aujourd'hui sur les conséquences en santé, mais quasiment en santé publique, sur le sommeil, sur les troubles de l'apprentissage, les troubles du langage. On voit les conséquences également, et pour le coup, c'est pas des moindres, en santé mentale de notre jeunesse. Et là, sur la question des écrans, on a vu hier d'ailleurs une tribune qui a été signée par un certain nombre de pédiatres, dont la société, pour le coup, la Société savante de pédiatrie, qui alerte sur ces conséquences. Du neurodéveloppement, de chronobiologique. Enfin, c'est quand même, pour le coup, c'est dramatique. Mais il suffit pas de dire il faut pas. Pour le coup, il suffit pas de dire c'est juste interdit. Il faut, à mes yeux, et c'est les travaux que j'essaye de mener, plusieurs enjeux. Le premier, c'est de l'information claire, l'accompagnement de la mise en œuvre de cette information, former les professionnels autant que de besoin à ces nouveaux défis, accompagner aussi des espaces qui permettent en réalité d'avoir des enfants bien accueillis, et on le voit
je donne souvent cet exemple, mais dans le train, plus personne ne supporte d'avoir un enfant qui joue. Enfin, et du coup, il y a une sorte de pression qui s'installe et la seule chose qu'on attend finalement du parent, c'est que son enfant, il bouge pas, il fasse le moins de bruit possible. Et ça, c'est pas entendable. Et donc, comment on accompagne aussi les parents dans ces espaces qui sont des espaces partagés? Comment on accompagne par des ateliers de parentalité? Il y a les ateliers également pour des parents un peu qui ont des adolescents, pour le coup, de parentalité numérique. Aujourd'hui, les jeunes, ils savent utiliser ces outils, ils savent même désactiver le contrôle parental. Enfin, moi, pour le coup, dans les différents témoignages, j'ai eu un témoignage d'une association et d'un jeune qui dit « Ah, mais moi, j'ai trouvé, il suffit de désinstaller l'application, je joue, et après, je la réactive, et donc le temps n'est pas comptabilisé entre les deux. » Et peut-être que c'est l'application de contrôle parental, je ne sais pas vous dire, mais enfin, ils arrivent à trouver ça. Donc, il y a un enjeu de comment partager avec eux l'importance de finalement, c'est pas juste une interdiction bête et méchante, c'est dans leur intérêt, c'est pour la qualité de leur apprentissage. Et pour ça, eh bien, moi je crois, il y a le retour du sport, de l'engagement, mais quand même une bienveillance autour. Et ça doit pouvoir s'accompagner. Une cohérence aussi avec les travaux au sein de l'éducation nationale. Je vous donne un exemple très concret. À l'école, on a des équipements numériques. La question, c'est à quel âge, quel usage? C'est pas anodin. Et de l'autre côté, on a aussi l'utilisation des ENT, donc des fameux pronotes, des outils où on a les devoirs. Et le fait de se dire peut-être des couvre-feux à certaines heures, ça permet de baisser l'anxiété chez un certain nombre de jeunes pour se dire je ne vais pas aller regarder ma moyenne parce que ma note a été publiée à 22 heures. Et c'est, encore une fois, ce n'est pas la majorité, c'est juste l'illustration de l'importance de dire il y a un moment, on n'a plus besoin d'accéder finalement aux outils numériques et en particulier à l'école. Voilà des exemples très concrets. Sur la question des enfants, mais on peut se poser aussi la question de l'addictologie. Aujourd'hui, c'est un mot qui est quand même pas anodin. On a des algorithmes qui poussent une consommation addictogène, donc qui reste pour garder et capter les enfants. L'OMS a reconnu que les jeux vidéo aujourd'hui peuvent être addictogènes. Encore une fois, moi je généralise pas tout le temps, c'est pas, mais on peut avoir des addictions. Et donc on a aujourd'hui, par exemple, à l'hôpital de Bray, les premiers enfants qui ont des comportements, en tout cas qui ont des troubles du développement, mais à 3 ans. Alors que avant, c'était plutôt à 6 ans, quand on commençait vraiment à être en scolarité. Et on dit pourquoi il y a autant de retard parfois de langage, d'apprentissage. Et on sait à quel point ces premières années, elles sont absolument essentielles en termes de développement cognitif. On le sait aujourd'hui. Et donc, comment on accompagne? Parce que, évidemment, ça me tient à cœur et c'est absolument essentiel. Et puis parce que j'ai eu moi-même une galère de garde ce matin, le développement du service public de la petite enfance. Ouais. Ma nounou qui devait accompagner ma fille à la crèche n'est pas venue. Ce qui m'a mis dans la situation de millions de parents et de milliers, pour le coup, de situations. Mais c'est une vraie difficulté. Et de grands-parents. Mais quand elles sont au Sénat, là, pour le coup, plus difficile. Blague à part et puis témoignage au-delà, on a une réalité de vrais enjeux territoriaux de développement de l'offre et de la qualité de l'offre. Des travaux, énormément de travaux ont été faits. La réalité, c'est que autant sur l'accueil individuel que sur l'accueil collectif, on est en grande tension. On a du mal à recruter. Il y a des questions évidemment de parcours. Il y a la question du financement, de la refonte du financement. Et là, pour le coup, ce sera vraiment porté par la ministre Vautrin sur la négociation de la prochaine COG et sur l'attractivité des métiers, puisque c'est plus global aux métiers de l'humain en réalité. Moi, ma mission, elle est vraiment d'être aux côtés, pour le coup, du bloc communal et intercommunal, pour accompagner finalement les meilleures initiatives et faciliter le déploiement de la création, évidemment, de l'offre, mais aussi du maintien d'un certain nombre d'offres, parce qu'aujourd'hui, on voit des berceaux qui sont gelés par manque de professionnels. C'est aussi, pour le coup, une réalité. Et enfin, pour tenir le temps qui m'a été octroyé par le président, la mission que je mène, pour vous donner une vision un peu globale, elle est vraiment très interministérielle. Elle est très, très opérationnelle. Moi, j'accompagne des politiques qui sont décentralisées
en grande majorité, hein. Et donc, du coup, c'est aux côtés, pour le coup, des collectivités qui ont en charge de la compétence. Ma mission, elle est de travailler avec eux, de remonter un certain nombre d'initiatives et de solutions, que ce soit avec le bloc communal ou intercommunal, quand je parle par exemple de la petite enfance ou du soutien à la parentalité pour un certain nombre, ou encore, je pense évidemment à des travaux sur la participation des enfants, mais plus largement. Et de l'autre côté, avec le bloc départemental, aux côtés, pour le coup, de Catherine Vautrin, qui va mener avec les départements la refonte, une partie de la refonte de la protection de l'enfance plus globalement, puisqu'elle porte la conférence des financeurs, et puis les discussions sur la fidélisation et la transversalité des métiers du soin ou du prendre soin, si j'élargis. De manière plus matérielle et quotidienne, moi, mes travaux, ils sont, c'est vrai, avec 4 ministres en particulier, le ministre de la Santé, la ministre des Solidarités et du Travail, la ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Justice, puisque aujourd'hui la question également de la protection judiciaire de la jeunesse et la question de l'adoption, puisque se pose la question de la place des juges des enfants dans le processus et du juge des affaires familiales, puisqu'on reconnaît les enfants comme co-victimes quand il y a eu des violences intrafamiliales. Et donc la priorité, c'est finalement de partir du projet de l'enfant et de sécuriser, en tout cas, autant sa sortie que la prévention. Voilà. Finalement, je n'ai pas suivi, évidemment, Monsieur le Président, les propos que j'avais écrits, mais voilà la feuille de route qui est la mail pour répondre au mieux, en tout cas, aux questions que vous m'avez adressées. Merci madame. Nous allons maintenant laisser la parole donc à nos collègues Olivier Henno, qui est rapporteur de la branche famille. Suivront Pascal Gruny et Anne-Marie Nédélec. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Haut-Commissaire. En excusant mon retard, mais nous avions une réunion sur le PLFSS à Matignon. Et donc je m'excuse encore d'être en retard. Comment ? Oui. Oh, il ne s'est pas passé énormément de choses, rassurez-vous. N'ayez aucune crainte. Donc, j'aurais trois questions. Hein. Nous avons fait un rapport sur le contrôle dans les crèches avec mes collègues Émilienne Poumirol et Laurence Muller-Braun. Et donc, on a pu constater la question de la crise d'attractivité des professions dans ces métiers de la petite enfance. Est-ce que vous avez une feuille de route sur cette question? Et on a constaté aussi qu'il y a bien évidemment il y a une question de rémunération, mais il y avait aussi un problème de considération, d'estime, de qualité de vie au travail assez prégnant dans ces métiers. La question de l'ASE, vous l'avez abordée. Moi, je suis élu dans le département du Nord et donc, effectivement, c'est une question qui, d'ailleurs, il y a un avant et un après Covid. Hein. Je pense qu'il y a encore plus d'enfants à l'ASE qu'il y en avait. Et donc, là aussi, la question de l'attractivité des métiers et notamment des assistants familiaux, elle me semble centrale et nous avons des nuages qui se profilent aussi sur ces questions, puisqu'il y a des gens qui vont partir à la retraite et on ne voit pas les vocations se profiler à la même hauteur que le nombre de personnes qui vont partir à la retraite. Et enfin, vous l'avez abordé aussi, peut-être encore lié à cette période terrible du Covid, la santé mentale des jeunes. Hein, il y en a près de 24% qui déclarent avoir des problèmes, notamment psychologiques. Et donc, quels sont les dispositifs de soutien que vous envisagez, notamment par rapport au maillage territorial, parce que tous les territoires ne sont pas logés à la même enseigne sur cette question. Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président. Et puis merci Madame la Haute-Commissaire à l'enfance pour votre présentation. Alors, nous allons ici faire un travail conjoint avec la Commission des lois sur la protection de l'enfance. On va démarrer incessamment sous peu, on va dire comme ça. C'est un secteur qui connaît une véritable crise depuis plusieurs années. Et notre travail aura pour objectif de proposer des solutions opérationnelles, concrètes, sur des sujets précis. Et je pense notamment aux modalités d'exécution des décisions de justice, vous avez parlé de la justice, ou encore à la question de la prise en charge des jeunes majeurs
à la sortie de l'ASE. Moi, je suis aussi au conseil départemental. C'est un vrai sujet. Alors, le décret de création du Haut-Commissariat place la protection de l'enfance au cœur de vos nombreuses missions. Madame la ministre Vautrin a d'ailleurs indiqué lors de votre nomination que le Haut-Commissariat pourrait assurer une approche globale des politiques de protection de l'enfance, sans toutefois donner plus de précisions. Alors, dans ce cadre, comment intégrer au mieux les missions de votre Haut-Commissariat dans la gouvernance de la protection de l'enfance, dont la complexité a été pointée du doigt dans les récents rapports du CESE et de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale? Et quelles seront vos priorités d'action pour la protection de l'enfance? Alors, une deuxième question concernant la période charnière de préparation à l'autonomie des jeunes de 16 à 18 ans pris en charge par l'ASE. Cette tranche d'âge représente un moment décisif où se dessinent les trajectoires futures, tant sur le plan académique que professionnel. Or, force est de constater que malgré les dispositifs existants, de nombreux jeunes confiés à l'ASE connaissent des parcours chaotiques lors de cette transition, avec des orientations parfois subies plutôt que choisies, et un accompagnement qui peine à s'adapter à la diversité des profils et des aspirations. Alors, dans cette perspective, pourriez-vous nous présenter votre vision stratégique pour transformer l'accompagnement des 16-18 ans au sein de l'ASE, afin que cette période devienne véritablement un tremplin vers l'insertion, plutôt qu'une source d'inquiétude? Et les inquiétudes, on en a beaucoup, parce qu'on peut parler des jeunes qu'on retrouve dans la rue. La prostitution, c'est un sujet aussi. Alors, comment envisagez-vous de mobiliser l'ensemble des acteurs concernés pour construire des parcours personnalisés qui respectent à la fois les ambitions des jeunes et les réalités du marché de l'emploi? Et bien sûr, ça représente un coût aussi, parce que quand on est au conseil départemental, moi, le mien, il est en grande difficulté. Ça représente aussi un coût. Moi, j'ai lu les propositions qui ont été faites par nos collègues de l'Assemblée nationale, intéressantes, mais derrière, je me pose la question quand même du financement. Enfin, la Cour des comptes, dans son dernier rapport annuel, pointe les trop nombreuses sorties sèches des dispositifs de protection de l'enfance, problème d'ailleurs soulevé par l'Assemblée nationale. Pourtant, la loi rend obligatoire de proposer une solution aux jeunes sortant de l'ASE jusqu'à leurs 21 ans, lorsqu'ils n'ont pas de ressources ou un soutien familial suffisant. Au fil des années, les jeunes majeurs représentent une proportion toujours plus grande des bénéficiaires d'un accueil à l'ASE, 18,9% en 2021 contre 11,7% en 2017. Quelles actions souhaitez-vous entreprendre sur ce sujet pour améliorer la prise en charge des jeunes majeurs issus de l'ASE? Et je vais me permettre quelque chose d'un peu personnel, mais lundi, Gilbert Coteau, qui était le fondateur en fait de SOS Village d'enfants, est décédé. Et donc, c'est lui qui avait engagé tout ce travail sur les fratries. Et voilà, c'était une belle personne. Alors, je me permets de le signaler. Merci. Merci Pascal. Anne-Marie Nédélec. Oui, merci Président. Madame la Haut-Commissaire, merci pour vos propos. Je crois que notre ambition est la même, c'est-à-dire que bien sûr, il faut toujours dresser un bilan de la situation, mais nous nous intéressons surtout aux solutions rapides qu'on peut trouver sur des points très spécifiques. Moi, je voudrais aborder 2 points particuliers. Le premier, qui a déjà été évoqué tout à l'heure, c'est celui des assistants familiaux, puisque ça, c'est un problème. Enfin, moi, je sais qu'on galère beaucoup dans mon département, mais je pense que tout le monde galère sur ce sujet. C'est une profession qui est en crise depuis plusieurs années déjà, bien qu'absolument indispensable. Les effectifs ont baissé de près de 10% en 6 ans. Et malgré la loi du 7 février 2022 qui avait apporté déjà des améliorations, la crise de recrutement et d'attractivité perdure. Donc ma question est simple, quelle piste avez-vous peut-être déjà envisagé pour remédier à cette crise d'attractivité et donc nous détailler si possible votre plan d'action en la matière? Ma deuxième question est complètement différente. Elle porte sur les disparités territoriales concernant la transition numérique dans le secteur évidemment de l'aide sociale à l'enfance, puisque ces systèmes d'information sont inégalement développés selon les départements, ce qui engendre forcément des difficultés dans le suivi des parcours des enfants, avec aussi des problèmes d'interopérabilité entre ces systèmes. Donc, avez-vous là aussi une stratégie, un plan pour
harmoniser et moderniser ces outils numériques et comment envisagez-vous d'utiliser les nouvelles technologies, puisqu'on en parle beaucoup, donc à la fois pour améliorer le suivi administratif du parcours, mais aussi comme levier d'émancipation pour les jeunes qui sont placés, malgré donc ces inégalités territoriales. Je vous remercie. Je vous laisse le soin de répondre à nos 3 collègues. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Hainaut. En réalité, plusieurs sujets se croisent, et autant dans votre question que dans la question de la sénatrice Gruny ou de la sénatrice Nedelec se pose la question de l'attractivité des métiers. L'attractivité des métiers du prendre soin de l'humain, en fait, elle touche plusieurs secteurs à la fois. Elle touche autant la petite enfance, et Monsieur le sénateur Hainaut, vous l'avez souligné, que l'aide sociale à l'enfance, que l'inclusion, que aujourd'hui l'autonomie. Et c'est vraiment très global. Maintenant, la réponse, on va dire, plus globale, elle est portée par la ministre Vautrin, avec une campagne qui sera faite d'information pour redécouvrir ces métiers, mieux accompagner finalement les parcours. Mais si je réponds vraiment à la question sur, par exemple, petite enfance en particulier, puisque c'était la question du sénateur Hainaut, il y a deux sujets, vous avez raison. Il y a la reconnaissance dans la société et la place qu'on prend quand on est aujourd'hui au sein de la petite enfance, en tout cas professionnelle. Il y a beaucoup de mots qui font mal. C'est pas de la garde d'enfants. C'est en réalité un accompagnement pédagogique. Ce sont des professionnels qui sont formés pour accompagner. Donc le regard doit changer. La question de la validation des acquis d'expérience, beaucoup font office d'eux, mais les parcours reconnaissant et faisant acte de la validation des acquis d'expérience sont pas, en tout cas, suffisamment développés. Aujourd'hui, typiquement, c'est aussi pour ça qu'on manque autant d'éducateurs jeunes enfants ou d'auxiliaires en puériculture. Des pistes très, très opérationnelles sont étudiées. Typiquement, je pense un plan de reconversion des plus de 50 ans, qui est aujourd'hui expérimenté sur les métiers du lien, mais ça fonctionne plus en protection de l'enfance qu'en petite enfance, pour accompagner finalement des gens qui ont eu des parcours par ailleurs. La question des rémunérations est en discussion dans le cadre de la COG et du coup des échanges que porte pour le coup la ministre Vautrin, mais vous avez souligné également, monsieur le sénateur, et c'est revenu autant dans les propos de la sénatrice Gruny que de la sénatrice Nedelec, la question des assistants familiaux. Moi, je pense que de manière très opérationnelle, une des réponses à la crise que connaît l'aide sociale à l'enfance, c'est la recherche plus forte et donc du coup la question de la judiciarisation, donc baisser la judiciarisation en cherchant très vite dans l'entourage proche, le tiers digne de confiance, l'accueil durable, mais vraiment le plus fortement. Et de l'autre côté, finalement, l'accompagnement de nouveaux profils d'assistants familiaux. Mais c'est la désinstitutionnalisation. On garde en réalité... aujourd'hui, on a beaucoup de placements en institution et une difficulté quasiment de pilotage où le nombre de présidents de département, ils me disent quand on m'appelle pour accueillir un enfant, je suis face à l'urgence et malheureusement parfois je n'ai pas les conditions me permettant d'accueillir, donc je finis par trouver. Mais comment je fais ? Typiquement sur les plus petits, parce qu'il faut bien commencer par quelque part, les plus petits en priorité, les 0-3 ans, c'est de revenir à l'essence de l'esprit de la loi de Taquet, c'est-à-dire qu'il faut que ça reste un lieu temporaire. Mais pour que ça puisse rester un lieu temporaire, il faut avoir suffisamment de familles qui puissent accueillir. Et donc, la question qui va se poser, c'est la discussion en ce moment sur le décret du taux d'encadrement sur les pouponnières, qui n'existe pas par ailleurs. Mais un décret sur l'encadrement des pouponnières, s'il n'y a pas de réponse très effective, très opérationnelle, ça reste un vœu pieux. Et un vœu pieux, ça ne change pas le quotidien, ni de la vie des enfants, ni de la qualité de leur accueil. Par contre, est-ce qu'on peut rester dans une situation où on n'a aucune règle ? Non, objectivement non. Donc il faut réussir à accompagner ce recrutement de nouveaux assistants familiaux, d'abord en permettant le cumul d'activités
et ça a été un des débats qui a été porté, voté, et qui est aujourd'hui, qui commence à porter ses fruits, on a encore des freins. On a des freins dans la fonction publique. Aujourd'hui, si on est de la fonction publique, on ne peut pas faire ce cumul d'activités. Et pour le coup, on a expertisé, on essaie d'expertiser dans tous les sens. Et les premiers retours qu'on a, c'est qu'il faut une évolution législative. Alors qu'on aurait pu penser que c'est peut-être plus simple. C'est possible si vous êtes de contrat de droit privé ou libéral. Et donc, la question qui se pose, c'est comment on accompagne ces professionnels qui n'ont peut-être pas vocation à accueillir 3 enfants, certainement pas vocation à accueillir non plus peut-être des enfants avec des besoins spécifiques. Non, mais évidemment. Et c'est là où il faut peut-être des profils nouveaux, mais des profils différents. Et donc là se pose la question de l'accompagnement. Également, et on le sait, il y a énormément d'intérêt pour les questions, pour le coup thérapeutiques. On a connu à une époque des assistants familiaux thérapeutiques qui sont plus à même d'accueillir soit un enfant, parce qu'on a aussi des enfants qui dépendent de notre protection et qui sont malades, enfin, qui ont des maladies, qui ont des soins et donc qui ont besoin d'un accompagnement plus particulier. Et donc là, il y a pareil un recrutement à faire avec une attention particulière. Donc comment on lance ça ? Les travaux sont plutôt du soutien, du partage de bonnes pratiques, de la meilleure connaissance de ces métiers et aussi l'évolution de ces métiers dans le temps, puisque l'assistant familial, le métier en tout cas, vit un vieillissement et un départ qui n'est pas renouvelé. Et du coup, comme pour la petite enfance, il y a un vrai risque de ne plus être en capacité d'accueillir dans de bonnes conditions et de grande qualité. Donc, du recrutement et faciliter le recrutement en ouvrant à de nouveaux profils est en tout cas une des priorités essentielles. Je vais être plus rapide parce que, évidemment, pour le coup, ça me passionne, mais je vois que la longueur de mes propos va mettre à mal les autres questions. Madame la sénatrice, si, monsieur le sénateur, vous m'avez aussi posé la question de la santé mentale. C'est la grande cause pour le coup de l'année. Un certain nombre de dispositifs que nous connaissons aujourd'hui. Je pense évidemment à mon parcours psy qui est plus généralisé sur les 12 accueils. L'amélioration de ce dispositif par le ministre de la Santé en permettant à plus de profils d'y adhérer. C'est une étape. Elle n'est pas parfaite. Hier, j'étais aux assises de la santé des enfants. La situation en pédopsychiatrie est quand même particulièrement dramatique au moment où on se parle. D'où, et je parle peut-être de prévention, mais d'où la question aujourd'hui de la conséquence et de la responsabilité aussi de la surexposition aux écrans qui n'aide absolument pas à la santé mentale des jeunes. Madame la sénatrice Gruny, vous avez ciblé et porter un certain nombre de vos propos sur la question des jeunes majeurs, de l'attractivité également, mais je pense avoir apporté, la question de l'accès au droit commun. En réalité, on voit que l'accompagnement entre 16 et 18 ans va être extrêmement essentiel et important pour que les jeunes soient dotés, et quelle que soit d'ailleurs leur situation, qu'ils soient en institution, qu'ils soient chez pour le coup des assistants familiaux, ou qu'ils soient également en accueil tiers digne de confiance ou accueil durable bénévole, parce que parfois on oublie qu'il y a d'autres formes où on a EMO. Et donc la question, c'est comment on accompagne au droit commun. Moi, je pense que la désinstitutionnalisation et l'accompagnement au droit commun sont en réalité 2 leviers, mais ils ne connaissent pas leurs droits. Lundi, j'étais avec la présidente Vassal à Marseille avec des anciens et donc des représentants de l'ADEPAP 13. Il y a une difficulté d'accès au droit commun qui existe déjà chez les jeunes en général. Mais ces jeunes en particulier, nous leur devons un accompagnement plus fort et plus précoce. Et donc, comment on crée et comment on accompagne aussi les éducateurs qui disent pour un certain nombre, je n'ai pas le temps ou les moyens de connecter finalement. Mais sauf que la préparation du projet de l'enfance est dans la loi, elle est essentielle. Et c'est maintenant comment on la rend très opérationnelle. On a beaucoup de décrochage, on a une situation scolaire qui est plus dégradée. Là, pour le coup, on a une vraie perte de chance qui en tout cas, qui est extrêmement importante. Et sur, évidemment, la lutte contre les sorties sèches, Madame la sénatrice, c'est l'accès au droit commun et l'accompagnement des jeunes majeurs sur le 18-21 en particulier.
Mais on sait très bien, et pour le coup, c'est pas une loi, c'est pas un programme, mais on sait très bien que si on est seul dans cette société, qu'on n'a pas de lien de famille, de parrain, enfin, et c'est pas une histoire de 21 ans. On peut avoir une difficulté à 22, à 23, 20... Et en réalité, c'est comment on construit et comment on garantit pour ces jeunes, et bien par ailleurs, un entourage qui lui permet d'être tout au long de sa vie accompagné. Et je pense vraiment que finalement les décrets qui sont sortis sur le parrainage, l'accompagnement des associations comme les ADPAP permettent de ne pas laisser le risque de la solitude et du coup de la précarité arriver plus vite encore pour des jeunes qui ont, même à 21 ans, qui peuvent avoir des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Madame la sénatrice Dédé, vous avez également souligné, au-delà de la crise de l'attractivité auquel du coup j'ai répondu par bout, et la situation des assistants familiaux, la question des disparités dans les systèmes d'information. Là, pour le coup, malheureusement, je vais vous décevoir, mais j'ai que très peu de propositions prêtes à être déployées. Ce que je peux vous proposer, c'est de mettre plutôt le coup à l'ordre du jour et de voir avec les départements. Moi, je suis là vraiment en soutien et en coordination. Je crois que il faut être dans le bon positionnement de la décentralisation, et dans ce bon positionnement, c'est celui-là. Et donc voir quels peuvent être les besoins qui peuvent en ressortir. Mais je vais vous les illustrer une des problématiques immédiates, la question du pécule. Aujourd'hui, on a un enjeu pour que les jeunes de l'aide sociale exactement accèdent au pécule. Donc on a à leur pécule, on a des inégalités entre les territoires qui sont extrêmement fortes. Et une difficulté, dont on a des discussions avec la CNIL pour dire qui a le droit de contacter ou pas le jeune. Enfin, c'est quand même... ça paraît invraisemblable. Et c'est une histoire de système d'information. Voilà, une illustration de la pertinence du sujet, mais pas de réponse très opérationnelle. Je vous remercie. Nous avons de nombreuses questions, donc je propose à nos collègues d'être précis et concis. Et je vais donner la parole à Christine Bonfanti-Dossat dans un premier temps. Merci. Merci, madame, pour vos propos et pour la motivation que l'on sent à travers de ces propos. Moi, je voulais revenir sur une de vos missions, qui est celle de protéger dans le champ numérique, donc, et de lutter contre ce fléau. Et à ce propos, hier, Gabriel Attal a commis une tribune dans le Figaro qui a des propositions choc et qui est une espèce de couvre-feu numérique. Alors, ces propositions sont à l'instar de celles de la Grande-Bretagne, qui a déjà fait ses propositions et qui souhaite fermer l'accès aux réseaux sociaux entre 22h et 8h du matin pour les 15-18 ans, sans aucune exception. Et il veut aussi interdire complètement l'utilisation des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans. Est-ce que vous pensez que ces propositions, qui, à mon sens, sont très pertinentes, seront-elles réalisables ? Jocelyne Guides. Madame la haute commissaire, je vous remercie, moi en tout cas, pour la présentation de votre feuille de route qui prévoit notamment de renforcer l'action de l'État en faveur des enfants vulnérables. Vous avez vite voir ma question. Quand une famille d'accueil accueille justement un enfant, il ne le connaît pas spécialement. Et pourtant, il peut avoir des comportements assez spéciaux. Parfois, c'est par rapport à son vécu, bien évidemment, mais pas que. Ça peut être aussi parce qu'il a des troubles de neurodéveloppement, donc soit autisme, TSA, TDAH. Je voudrais savoir, moi, est-ce qu'ils sont diagnostiqués? Est-ce qu'il y a un suivi? Et par rapport à votre travail, est-ce que vous travaillez avec les compétences de différents ministères comme la santé, le handicap, etc., pour vraiment qu'il y ait un suivi hyper important pour ces enfants-là? On sait l'échec scolaire. Vous avez parlé tout à l'heure d'échec scolaire. Généralement, ils sont en échec scolaire. Voilà. Donc, il faut mieux les comprendre. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un suivi peut-être un peu plus important que les autres. Et vous avez parlé aussi de santé mentale. Il faut savoir que ces enfants-là font partie aussi de la santé mentale et qu'il ne faut pas les oublier parce qu'on a l'impression que santé mentale, ce sont ceux qui font de la dépression, etc. Mais il n'y a pas que ça. La santé mentale, ça ne s'arrête pas là. Merci beaucoup. Anne-Sophie Romani. Merci, Madame la haute commissaire.
3 sujets différents. Le premier concernant effectivement les enfants placés. Je voulais savoir quelle était votre position sur l'encadrement du recours aux hôtels par les départements. Est-ce qu'une interdiction nationale est envisagée? Si oui, à quelle échéance? Des mesures concrètes sont-elles prévues pour harmoniser les pratiques des départements sur les parcours de l'ASE? Une remarque concernant le parrainage sur les week-ends et les vacances qui sont très mal connus. On parle des familles d'accueil, mais il existe aussi cette alternative de parrainage sur des temps courts. Et quelle est la feuille de route pour pouvoir le faire connaître du grand public? Concernant la santé mentale, maintenant, le rapport de la Cour des comptes de 2023 soulignait un manque de moyens criant pour la pédopsychiatrie. Je voulais savoir quel financement supplémentaire votre feuille de route prévoyait-elle pour les CMP, CMPP. Et puis, concernant les enfants en situation de handicap, je voudrais revenir sur le recrutement et la formation des AESH pour savoir s'ils sont intégrés ou non à votre feuille de route. Est-ce que vous avez fixé une cible de recrutement annuel? Nous avons un exemple dans la Marne, dans une commune qui s'appelle Bezanne, qui a été pensée dès la conception architecturale de l'école pour intégrer une UEE et dont l'absence de financement de 2 postes AESH à temps plein aujourd'hui compromet significativement cette belle initiative. Donc je voulais savoir si votre feuille de route comprenait ces éléments. Je vous remercie. Merci. Cathy Accoursopolis, et puis je vous demanderai de répondre à nos collègues. Merci beaucoup, en tous les cas, pour les propos que vous avez tenus, madame. On aurait tellement à dire que malheureusement, en quelques mots, on ne va pas pouvoir aborder tous les sujets mais on en a déjà discuté, les assistants familiaux, les conditions, les rémunérations, la reconnaissance du métier. L'adoption. Moi, j'aurais aujourd'hui, donc je vais concentrer mon propos sur deux points, sur les pouponnières, où ça devient un vrai souci, puisque il y a eu un bond en pouponnières en 10 ans, puisqu'il y a eu 40% d'enfants placés en plus dans les pouponnières. Donc aujourd'hui, on se rend compte que dans les pouponnières, il y a des enfants qui arrivent à quelques jours et qui sortent de ces pouponnières à 3-4 ans, sans jamais avoir connu de famille d'accueil. Il y a des enfants qui sont adoptables dans ces pouponnières et pourtant ils y restent des mois voire des années. Donc j'aimerais savoir quelles dispositions vous pouvez finalement mettre en œuvre pour que ceux et celles de ces petits qui sont adoptables, eh bien ils puissent avoir des mesures pour que ça aille beaucoup plus vite, parce que c'est pas possible qu'un enfant reste 3 ans en pouponnière alors qu'il est adoptable. Et y compris, ce n'est pas possible qu'un enfant qui n'est pas adoptable ne soit pas non plus dans une famille d'accueil et qu'il y reste 2-3 ans. Donc j'essaye d'aller vite. Et puis ensuite, moi, il y a un gros sujet qui m'interpelle aussi, c'est la prostitution des mineurs qui sont placés en foyer ou dans des structures d'aide à l'enfance. On a vu tous des reportages sur des petites de 12-13 ans qui étaient prostituées, droguées, parce que nous savons tous et toutes qu'elles sont généralement la cible de proxénètes. Et donc j'aimerais savoir quels moyens finalement vous préconisez pour protéger mieux ces enfants qui sont victimes de la prostitution. Merci. Merci, je vous laisse répondre à nos 4 collègues. Merci, monsieur le Président. Ah oui, je me dis qu'il me... dans l'ordre, Madame la sénatrice Bonfanti, sur la question du couvre-feu numérique. Moi, je crois que, compte tenu de la situation et de la gravité de la situation, il faut avoir des actes particulièrement forts et particulièrement fermes. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire réussir à embarquer dans le cadre des différentes négociations aujourd'hui, en ce moment qui se mènent européennes, par exemple la majorité à 15 ans sur les réseaux sociaux, et de pouvoir l'imposer aux plateformes. On entend beaucoup de choses. Techniquement, ils savent le faire. Enfin, aujourd'hui, il y a tellement de technologies. Moi, j'ai du mal à entendre qu'ils ne savent pas le faire. Voilà. Après, encore une fois, la plus experte et la plus compétente sur ce point-là, c'est la ministre du Numérique. Je vous l'accorde. Mais
Mais en tant que parent, quand on sait qu'ils savent contrôler l'identité, aujourd'hui il y a des technologies, on peut contrôler même avec le mouvement de la main, les yeux, enfin, c'est quand même, c'est un degré de technologie où c'est difficile à entendre que c'est un sujet technique. Donc ça, pour le coup, s'il y a l'opportunité, et aujourd'hui, la ministre du numérique travaille, d'ailleurs hier elle a réuni les opérateurs, les plateformes, des associations pour montrer à quel point c'est une urgence, oui, ça va dans le bon sens, c'est l'esprit de la loi Marcangeli, je pense qu'il faut y aller. Sur la question, pour le coup, plus large du couvre-feu, j'ai lu évidemment cette tribune, je trouve ça extrêmement intéressant, il faut regarder la faisabilité, mais typiquement la Chine le fait, alors c'est pas la plus grande des démocraties, on ne peut pas dire ça, sauf qu'ils limitent le temps et eux ils l'utilisent comme un sujet aussi de santé pour leur jeunesse. Donc moi je vois les conséquences des écrans et de la surexposition sur nos enfants, donc il faut se poser la question. Le seul point peut-être d'alerte ou de nuance que je peux apporter, c'est que ces éléments extrêmement forts d'interdiction doivent être accompagnés de moyens supplémentaires donnés aux parents, parce que mine de rien, tout à l'heure je parlais de la filouterie des jeunes aujourd'hui. Il faut être en capacité de les aider, finalement, par exemple, de former vous savez, les vendeurs, pour le coup, de téléphones ou de supports numériques pour pouvoir savoir comment on utilise bien un contrôle parental. Ils sont plus malins. Enfin, c'est fou à dire, mais on a besoin de ces deux jambes. Et qu'on donne conscience aux jeunes eux-mêmes de l'importance de cette protection. C'est pas de l'interdiction pour de l'interdiction, c'est pas pour les embêter, mais c'est que objectivement, il y a des conséquences pour eux, et donc les faire participer à la construction, à la prise de conscience, c'est une vraie politique de changement comportemental. Et je pense qu'on aura gagné quand on aura les deux. C'est comme la ceinture de sécurité à l'époque, quand avant on allait voir son médecin au tout début pour avoir une prescription pour dire j'ai le droit de dire je peux pas la mettre, et à la fin tu es le premier à la mettre parce que je pense que c'est mieux pour moi. Et on aura gagné quelque chose quand les jeunes eux-mêmes, et franchement il y a un certain nombre qui en ont conscience, mais c'est pas encore tout à fait ça. C'est pas si simple. J'en prie. Madame la sénatrice Guidez, vous avez 1000 fois raison sur la question de l'accompagnement des troubles du neurodéveloppement et de l'accompagnement aujourd'hui des professionnels, qui soient d'ailleurs de l'aide sociale à l'enfance, que plus largement du monde éducatif, donc je pense vraiment éducation nationale, ou même du monde de l'éducation populaire, et donc plus largement de la continuité éducative. Le drame aujourd'hui, c'est l'errance du diagnostic. Et en fait, on passe parfois, et encore, c'est qu'on y arrive, des années à essayer de mettre des mots, un diagnostic. Et même quand vous avez à la fin la chance de pouvoir poser un diagnostic, enfin, on peut mettre des mots déjà sur et comprendre soi-même comment on fonctionne, ce qui est extrêmement important. Plus jeune on le fait, mieux on réussit son parcours scolaire, même si ça ne veut rien dire. Enfin, il y a des magnifiques parcours avec des réussites superbes, mais on voit comment on compense, comment même sans mettre de mots, on finit par y arriver. Mais attention, le risque, c'est l'errance effectivement du diagnostic. Et donc la question, et il y a des pays qui le font très bien, donc je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Le repérage précoce sur le modèle québécois. Ils arrivent. Alors c'est peut-être imparfait, mais le repérage précoce, c'est comment tu donnes les outils à toute une génération de pouvoir identifier et finalement de commencer un diagnostic plus tôt pour avoir l'accompagnement essentiel. Et puis je vais aller peut-être un tout petit peu plus loin, mais parce que je pense que c'est significatif aujourd'hui de notre société. On a beaucoup trop entendu dire ah oui, mais c'est une nouvelle mode maintenant. Mais enfin, ça fait un mal, j'allais dire mal de chien, ça fait énormément de mal aux parents et aux enfants d'imaginer que c'est une mode. Maintenant, tout le monde est. Et ça, c'est l'illustration, en tout cas le symptôme d'une méconnaissance et d'un enjeu de formation. Autant des professionnels que pour le coup des mots posés. Moi, j'ai reçu encore hier, pour le coup, des spécialistes qui travaillent plutôt du soutien à la parentalité A. Et il y a des expérimentations, il y a des projets qui sont par exemple à l'hôpital Debré, où on fait finalement tous les contrôles, les analyses, dans la même journée. Donc on peut poser un diagnostic très vite. Alors que ça peut vous prendre 3 ans, 4 ans pour les rendez-vous. Oui, pour les rendez-vous, pour essayer finalement d'arriver au bout de l'exercice à un diagnostic.
Eh bien, alors des pédiatres, des pédopédiatres, des ergots, enfin, c'est énorme le parcours. Et donc là, je ne parle même pas de l'inégalité territoriale, et j'illustre même pas la gravité de l'inégalité sociale derrière, puisque on sait que tous les parents n'ont pas accès, les moyens, et parfois financiers, parce qu'un certain nombre de consultations ne sont pas remboursées aujourd'hui, pour poser ces diagnostics. Au moins. Madame la sénatrice Romani, sur la question de l'interdiction des hôtels. Le décret, il est sorti il y a plus d'1 an. J'étais ministre, c'est moi qui l'ai signé, donc il y a 1 an et demi, de l'interdiction, pour le coup, de placement dans les hôtels pour tous les jeunes. Et strict, alors il y avait 16 ans, et strict pour, il fallait que ce soit extrêmement temporaire, et strict pour les enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, les préfets sont saisis quand il y a des placements, pour le coup, dans les hôtels. C'est devenu illégal. Et même, j'irai un peu plus loin, c'était la loi, et sauf que ça a pris plus de 2 ans pour sortir ce décret. Enfin, c'était... Et je l'ai sorti, Madame la sénatrice. Pour le coup, c'est moi qui ai sorti le décret sur l'interdiction des hôtels. Et donc, aujourd'hui, pour poursuivre la question, Madame la sénatrice, l'enjeu, c'est d'apporter un complément sur la question des encadrants. Puisque une partie du décret disait qu'il fallait un encadrant, mais c'était pas spécifié quel type d'encadrant, et donc ça touche ses limites. Et je pense que les discussions s'ouvriront, les discussions s'ouvriront entre la ministre Vautrin et les départements pour améliorer ce point et finalement le clarifier, puisque c'était un des points essentiels. Vous avez également parlé, Madame la sénatrice, de la question du parrainage et du répit. Je pense qu'effectivement, dans la question de l'attractivité des métiers des assistants familiaux, peut-être certains ne souhaitent pas, ou peut-être pour commencer, accueillir toute la semaine, mais peuvent être ces familles d'assistants familiaux qui accueillent pendant les vacances ou pendant le week-end, ce qui permet aussi, d'une certaine manière, de mieux accompagner donc la qualité de vie au travail et le fait de pouvoir savoir qu'on peut compter sur d'autres collègues et qu'on n'est pas en tension, fait qu'on reste... et sinon, on a des départs précoces. Et parfois, on le sait sur d'autres métiers du soin, mais on ne va pas dans des métiers où on va être, pour le coup, assez seul, où on sait qu'il y a tellement de tension que beaucoup de charges va reposer sur soi. Là, c'est vraiment comment on maille. Et moi, je pense que c'est une vraie possibilité, en tout cas une vraie opportunité. Vous m'avez posé la question, Madame la sénatrice, également, sur la santé mentale et les AESH. Pour le coup, c'est vraiment piloté par le ministre de la Santé et la ministre de l'Éducation nationale. Madame la sénatrice Cathy Cottry-Police, pardon. J'ai arrivé. Cathy, je peux dire que pour le coup, c'est vrai qu'on a eu beaucoup l'occasion de travailler ensemble, et la question des pouponnières, je crois que c'est l'urgence. Alors, il y a beaucoup d'urgences, mais les 0-3 ans, et en particulier dans les pouponnières, au-delà du nombre important dans les pouponnières et du surnombre, on a vu le développement du syndrome de l'hospitalisme. On a vu les conséquences sur les troubles de l'attachement. Et on sait à quel point cet âge-là, il est... Enfin, évidemment, tous les enfants... Mais cet âge, il est quand même extrêmement impactant. Et typiquement, l'opportunité d'aller chercher et d'accompagner des familles qui peuvent être des assistants familiaux pour les tout-petits, c'est une réponse. Et c'est pour ça que les travaux sont en cours sur le décret d'encadrement des pouponnières. Mais encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, le décret sur les pouponnières, la ministre Vautrin est en train d'y travailler. C'est aussi une des recommandations d'ailleurs du rapport. Et je pense que les travaux et l'éclairage que la Haute Assemblée va amener avec les travaux de la prochaine mission apportera certainement des éclairages supplémentaires. Mais vous l'avez dit, aujourd'hui, pourquoi il y a des enfants qui ne sont pas adoptés? C'est parce que trop de temps passe, parce qu'on n'accompagne pas suffisamment vite à l'adoption. Et donc, la question qui peut se poser, et certains départements d'ailleurs réfléchissent à cette expérimentation, c'est de ressaisir la question des familles adoptantes, parce qu'aujourd'hui, les adoptions qui se font, principalement des enfants de l'aide sociale à l'enfance, c'est beaucoup de l'adoption simple, et de l'attachement qui est fait au sein de la famille d'accueil. Et d'ailleurs, en grande majorité, à la majorité des enfants, pour établir ce lien. Mais est-ce que l'intérêt de l'enfant, c'est pas plus tôt lui donner finalement cette sécurité affective? Moi, j'en ai la conviction.
Et c'est ce qui répondra plus tard à la question, pour le coup, de l'accompagnement des jeunes majeurs, de comment on se retrouve et comment on grandit dans sa vie. Avoir une famille, pouvoir l'avoir, et finalement, quand on est pupille de l'État, si on l'est plus tôt, alors on a plus de chances, d'une certaine manière, d'éviter parfois aussi le déplacement de lieux. Et je sais que les professionnels des pouponnières font ce qu'elles peuvent, c'est principalement des femmes, et font un travail merveilleux, mais un bébé, sa place, elle n'est pas dans un collectif. Et c'est l'esprit de la loi Taquet, c'était des lieux temporaires. Et donc, il faut revenir à l'esprit de cette loi, et donc commencer, à mon avis, par, oui, cette priorité de l'adoption et des pouponnières. Vous avez également parlé du fléau de la prostitution des mineurs. Alors là, pour le coup, ça touche toutes les générations, mais il ne faut pas être naïf. Il cible en particulier les enfants les plus vulnérables. Et donc oui, bien sûr, les enfants de l'aide sociale à l'enfance, en particulier d'ailleurs en institution. Globalement, on a le numérique apporte cette gravité et cette horreur. On a des réseaux sociaux qui amènent à la prostitution des mineurs avec la banalisation de la vente de vidéos, de photos de soi. Faut pas amoindrir la responsabilité d'un certain nombre, pour le coup, de plateformes. Mais là, on parle vraiment quasiment de traite humaine et parfois de proxénètes mineurs. Mais sauf qu'un enfant qui se prostitue est un enfant victime. C'est une victime parfois d'une collègue, d'une amie de la même structure, victime de proxénètes qui viennent les amener, qui sont violents, c'est pas anodin, dans une période où on voit la surexposition et la sursexualisation, pour le coup, malheureusement, des enfants. Il y a un plan national de lutte contre la prostitution des mineurs qui est, pour le coup, très spécifique. Et d'ailleurs, je réunis, je crois, dans les 2 semaines, les principaux acteurs en préparation, d'ailleurs, de la politique nationale d'animation de la lutte contre la prostitution des mineurs. Mais je prends le point essentiel, et c'est peut-être philosophique. Un enfant qui se prostitue est une victime. On ne va pas chercher plus loin. Et l'essentiel, c'est de lutter vraiment contre ces plateformes et contre les réseaux, pour le coup, de traite. Merci. Xavier Iacovelli, c'est à vous. Oui, merci Président. Madame la Haute-Commissaire, déjà félicitations pour votre nomination. Et moi, j'ai eu plusieurs questions. Le premier point, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, sur la question de la loi Taquet qui a accéléré aussi les procédures de délaissement, et c'est bien. Mais en fait, dans notre pays, le problème, c'est qu'on veut maintenir absolument coûte que coûte le lien biologique, alors que parfois, le lien biologique peut être toxique, nocif pour l'enfant, et qu'on ne prend pas assez en compte l'intérêt supérieur de l'enfant pour accélérer ces procédures de délaissement et faire en sorte qu'il soit adoptable. Donc, pour le coup, je suis complètement d'accord avec vous sur cette nécessité d'accélérer les choses. Sur les ASFAM, plusieurs collègues en ont parlé. On a voté l'année dernière la proposition de loi que j'avais déposée sur le cumul emploi dans la fonction publique. On attend d'ailleurs que l'Assemblée nationale puisse la reprendre, et c'est en cours normalement. Moi, il y avait quelque chose sur les ASFAM qui me paraissait aussi important, et c'est une vraie demande de leur part, c'est sur le statut, la reconnaissance de leur métier et le statut de travailleurs sociaux qu'ils demandent. Donc, est-ce que vous avez dans votre feuille de route ce projet de refonte de leur statut? Sur la question de l'accès aux soins, bien sûr qu'il y a une vraie difficulté de pédopsychiatres sur l'ensemble du territoire, mais plus particulièrement en plus sur les enfants qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Et j'ai envie de dire, c'est même plus généralement sur l'accès aux soins et l'accès aux droits et l'accès à la scolarité y compris. Parce que quand on sait que 70% des enfants qui sortent de l'aide sociale à l'enfance sortent sans diplôme, c'est aussi parce qu'on prend tous les rendez-vous administratifs, les rendez-vous avec les référents ASE, les rendez-vous médicaux sur le temps scolaire. Et donc, on déscolarise, l'institution déscolarise ces enfants, et après on s'étonne que ces enfants sortent sans diplôme. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être des règles de bonne conduite à avoir avec l'aide sociale à l'enfance pour que ce temps scolaire soit sanctuarisé, y compris pour ces enfants. On ne l'accepterait pas avec nos propres enfants, et pourtant on le fait avec les enfants de l'aide sociale. Je rejoins
notre collègue Gruny sur la question des jeunes majeurs, qui est une vraie priorité. Et oui, effectivement, il y a une obligation dans la loi jusqu'à 21 ans. Est-ce qu'elle est respectée dans tous les départements? Certainement pas. Et c'est bien tout le problème. Et quand on sait que l'âge moyen de décohabitation en France, il est de 26 ans et demi, je pense que les gamins d'aide sociale à l'enfance ont aussi le droit d'être des tanguis comme les autres. Et honnêtement, je pense qu'il y a un vrai travail aujourd'hui de financement. Si on ne recentralise pas, et vous connaissez ma position là-dessus, mais si on ne recentralise pas et qu'on laisse cette compétence au département, il faut que les départements aient les moyens d'accompagner ces jeunes majeurs jusqu'à 21 ans, voire plus s'il y a un projet professionnel et une formation diplômante par la suite. Vous parliez de l'addictologie, je pense que c'est un vrai fléau. On en a parlé hier, effectivement, dans la tribune avec Gabriel Attal. Moi, j'étais halluciné de voir que certains gamins passent plus de temps sur TikTok qu'à l'école. Enfin, je veux dire, il y a un vrai sujet aujourd'hui. Donc, oui, il faut réglementer absolument. Mais sur une autre addictologie, et ça reprend aussi les travaux sur d'autres addictions, pardon, et ça reprend les travaux de Madame Douaneau sur la question du sucre, qui est aussi un marronnier pour moi. Aujourd'hui, un enfant de 8 ans a consommé autant de sucre que son grand-père sur tout l'ensemble de sa vie. Donc, il y a un vrai sujet aussi d'addictologie, d'addiction, pardon, sur la question du sucre, qui provoque du surpoids, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, du diabète. Et enfin, je veux dire, les enfants d'aujourd'hui, c'est les malades de demain. Et donc aujourd'hui, si on ne fait rien, ça va être une vraie question de santé publique. Et je finis dessus sur la question de la judiciarisation. Vous parliez tout à l'heure de la judiciarisation. Vous estimiez à 70%. Moi, j'avais plus les chiffres de 85% de procédures judiciarisées. Et donc, notamment, il y a une proposition de loi que je porte sur l'avocat obligatoire pour toutes les procédures de placement. C'est les recommandations de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et ça me paraissait important que la France puisse respecter cela, tout comme quelque chose de plus léger, mais aussi un engagement de la France, c'est la participation des enfants. Et je pense qu'à la fois, on le fait dans nos conseils municipaux avec des conseils municipaux des jeunes, et je sais que vous avez aussi donc, la responsabilité de l'enfance, et pas seulement de la protection de l'enfance, mais sur la question de la protection de l'enfance, il y a aussi des conseils des enfants placés et des enfants protégés qui se développent dans les départements. Il y a des initiatives. Le premier département à avoir fait ça, c'était la Gironde. Il y a peut-être d'autres... Pardon ? Très bon département, mais voilà, qui avait fait ça il y a longtemps. Mais je pense qu'il y a aussi une nécessité de pérenniser cette participation et cette prise en compte de la parole de l'enfant. Merci. Très bien, la parole. Alors bonjour à tous. La parole à Corinne Boursier. Merci Monsieur le Président. Madame la Haute-Commissaire, encore félicitations et merci pour votre engagement. J'adhère à l'ensemble des propos qui ont été tenus, qui ont été dits ce matin. J'avais 3 questions, mais elles ont déjà été posées et vous y avez répondu. Je n'aborderai donc pas la crise des vocations, la santé mentale, effectivement, le nombre d'enfants placés qui augmente dans les départements. Mais je reviens sur le sujet de certains enfants. Je suis membre d'un conseil de famille, étant conseillère départementale dans le Maine-et-Loire. Et je suis, comme l'ont dit certains de mes collègues, stupéfaite, moi, du nombre d'enfants qui auraient pu, mais vous l'avez dit, qui auraient pu être adoptés, car déjà délaissés, mais le parcours a été trop complexe et beaucoup trop long. Et pourtant, ces enfants auraient pu avoir une chance, même s'ils sont dans une famille d'accueil pour certains qui leur apportent un amour, mais ils auraient pu avoir la chance d'avoir vraiment une famille. Et ça, pour moi, c'est vraiment dur dans ces conseils de famille de voir cela. J'avais aussi, donc comme je le disais tout à l'heure, et vous l'avez bien dit, il faut aller plus vite, vraiment plus vite par rapport à cela. Et puis, même si certaines fois, on essaye de garder ce lien avec la famille, mais on le voit bien, des fois, il n'y a pas 1, 2, 3, 4, il y a 5, il y a 6, il y a 7 enfants placés. On sait que ça ne sera pas possible. Donc, il faut quand même aller vraiment plus vite. Et puis, ma dernière question revenait quand même sur l'État, comment il pourrait mieux accompagner les départements, parce qu'on a de plus en plus d'enfants. Et quel va être l'avenir de ces enfants à placer? Beaucoup d'enfants aujourd'hui qui n'ont pas de solution. Merci. Merci. La parole à Marion Canales. Merci, Madame
Alors, le rapport de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale a reconnu les manquements de l'État en matière de la protection de l'enfance et a proposé la création d'une commission nationale de réparation pour les enfants placés qui ont été victimes de maltraitance institutionnelle. J'aimerais bien avoir votre avis sur l'une de cette recommandation pour moi importante. Dans le domaine de la santé, il y a encore seulement 30% des enfants qui bénéficient d'un bilan de santé global, alors que la loi de 2016 comme 2022 le préconise. Il y a encore des enfants qui dépendent directement de l'État, qui sont pris en charge par les départements faute de place et de moyens dans les IME. Ça, c'est quand même des enfants qui dépendent de l'État et qui sont orientés vers les services de l'ASE, qui sont déjà fortement sollicités. Sur l'accompagnement, il y a une clarification qui est quand même, je pense, relativement attendue de la mesure de prévention qui est le placement éducatif à domicile. C'est en tout cas des demandes qui remontent au même titre que les administrateurs ad hoc, vous l'avez dit, qui ont besoin de sécurisation dans leurs fonctions. Et puis sur un tout autre sujet que la protection de l'enfance, mais sur les assistantes maternelles, concernant leurs impayés. Depuis l'hiver dernier, et à l'époque de notre collègue Agnès Canaillet, il y a eu une extension de la prise en charge de leurs impayés, mais uniquement pour celles qui sont sur le dispositif Page Plus. Et donc, c'est que la moitié des assistantes maternelles qui se voient protégées dans les impayés. Donc, il y avait l'objectif en 2025 de l'élargir à toutes les assistantes maternelles. Est-ce que vous allez travailler sur ce sujet assez rapidement? Merci bien. La parole à Laurence Rossignol. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, c'est toujours très agréable de parler avec vous de ces sujets parce que vous en parlez très bien, un peu comme nous d'ailleurs. D'en fait, les mêmes diagnostics que nous, vous connaissez des sujets, mais pour autant, peut-être qu'on peut être un peu plus précis. Moi, je vais vous dire une chose. Depuis 2017, la situation de l'aide sociale à l'enfance n'a fait que se dégrader. Il se trouve que, je ne dis pas qu'en 2017 tout était formidable, mais en tous les cas, elle s'est dégradée. Tout le monde le constate. On disait il y a 3 ans qu'elle était au bord du gouffre. Maintenant, elle est dans le gouffre. Il y a des raisons à ça. De 2017 à 2020, aucune politique de l'enfance dans vos gouvernements. Aucune, ça n'existait pas. Il a fallu attendre la nomination d'Adrien Taquet. Oui, non, mais voilà, ça c'est la première remarque. Et ce qui me met encore plus inquiétant à mes yeux, c'est qu'elle va continuer de se dégrader, la politique de protection de l'enfance. Les départements qui sont les plus avancés, qui consacrent le plus d'argent aujourd'hui à la protection de l'enfance, et consacrent beaucoup d'argent, sont en train actuellement de réduire leur dispositif en raison des contraintes budgétaires qui vont peser sur les départements et des contraintes de fonctionnement. Donc ça va aller encore plus mal. J'ajoute à ça que sur l'attractivité des métiers, c'est vrai ce que vous dites, et là aussi ça s'est dégradé, et quand on regarde le tableau, pas de pédopsie, ça c'est pas de votre seul fait puisque les études sont longues. Pénurie d'infirmières, pénurie de soignants, pénurie de professeurs des écoles, pénurie de professeurs des collèges et des lycées. En fait, l'ensemble du dispositif de l'État autour des enfants est défaillant et s'est dégradé. Il faut quand même, à un moment donné, prendre les choses à la hauteur, à la mesure de ce qu'elles sont. Et on n'est pas dans un colloque. Voilà, on n'est pas simplement en train de poser diagnostic. Vous parlez très bien de la protection des mineurs. Vous dites que les mineurs sont des victimes, c'est assez consensuel. Et d'ailleurs, tout est assez consensuel sur le diagnostic. Des diagnostics, il y en a tout ce qu'on veut. Maintenant, on attend des actes et des moyens pour sauver les enfants. Vous parlez de surexposition des enfants aux écrans, mais ce n'est pas la surexposition, c'est l'exposition. Vous dites qu'on va réguler. Je ne conteste nullement votre volonté, et même votre très bonne volonté. Je vais vous raconter ce qui se passe sur la protection des mineurs en ce qui concerne l'accès au porno, où on a voté. Il y a un dispositif qui a été mis en place. Il y a un référentiel. L'autre jour, avec les hauts fonctionnaires chargés de cela, ensemble, nous regardons les 3 malheureux sites qui ont dit qu'ils étaient d'accord et qu'ils faisaient, ils se conformaient aux prescriptions. Donc, contrôle d'âge, on y va, on rentre sur le site, on met j'ai moins de 18 ans. Qu'est-ce qu'on nous demande? Une adresse mail. Donc, je crée une adresse mail, j'ai 15 ans, je crée une adresse mail, je la donne, et du point de vue des sites, je me suis conformée au contrôle d'identité pour limiter l'accès des moins de 18 ans. Donc, dans la régulation, c'est le pot de terre contre le pot de fer entre les GAFAM et nous.
On ne s'en sortira pas avec la régulation. Il faut les affronter directement. Et les petits, jusqu'à 6 ans, ce n'est pas un problème de surexposition, c'est un problème d'exposition. Et après, les plus grands. Moi, je soutiens tout ce que vous voulez là-dessus. Allons-y. Mais il va falloir beaucoup de volonté politique. Puis il va falloir aussi être un peu cohérent, parce qu'on ne peut pas toujours accueillir avec béatitude toutes les nouvelles avancées des nouvelles technologies, plus d'intelligence artificielle, plus d'ordinateurs pour les gamins, plus de tout ça, plus de pronotes. Vous savez que Pronote, vous savez ce qu'ils font dans les écoles privées pour faire de la concurrence au public? Ils disent, eh ben nous, il n'y a pas de Pronote. Nous, on revient au carnet de correspondance à l'ancienne. Donc c'est devenu un facteur d'inégalité sociale entre les familles CSP+, et les autres, que de mettre leurs enfants dans un établissement où on garantit aux parents qu'ils n'auront pas besoin d'un téléphone pour accéder à leurs notes, et les parents non plus. Donc c'est un chantier énorme. Voilà, je voulais vous dire tout ça parce qu'à un moment donné, et tous les métiers autour des enfants sont en catastrophe. Après, j'ai deux questions. J'ai une chose. Sur l'adoption, vous avez raison sur le bilan. Vous ne vous en sortirez pas sans imposer à la justice une réforme de l'adoption. L'adoption simple, les gens n'en veulent pas. On peut le regretter, on peut le déplorer. Et pourtant, on a fait les procédures de délaissement. Ça ne marche pas. Les gens, ils veulent des enfants à eux. Voilà. Et l'adoption simple, ce n'est pas attractif. Je le regrette. On fait tout ce qu'on peut. Il faut changer. Il faut fusionner plénière et simple en créant une adoption avec une pluriparentalité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reconnaisse les parents biologiques, voilà, la mère schizophrène, qui est, voilà, c'est pas de sa faute, elle n'a rien fait de mal. On ne peut pas l'effacer de l'histoire de son enfant. Et comme on ne peut pas l'effacer de l'histoire de son enfant, pour autant, le gamin n'est jamais adoptable, puisque c'est un acte, vous connaissez, c'est un acte de tutelle, etc. Bon, donc, il ne sera jamais adoptable. Il faut créer une nouvelle conception de l'adoption qui permette de reconnaître l'existence de parents biologiques et de parents adoptifs avec plein droit d'autorité parentale, etc. Il faut vraiment là-dessus réfléchir. Il faut tordre le bras à la chancellerie, ils ne voudront pas, de toute façon. Mais c'est un énorme chantier pour vous et c'est un très beau chantier. Et puis après, j'ai une petite question, parce que comme je sais que vous êtes globalement très engagé et que je partage quasi-totalité de ce que vous dites en général, qu'est-ce que vous pensez des propositions de loi qui circulent sur la justice des mineurs et qui tendent à, par exemple, supprimer l'excuse de minorité ou même avancer l'âge de la comparution immédiate? Est-ce que vous pensez que vous qui êtes en charge des politiques de l'enfance et du droit à l'enfance en réalité, est-ce que vous pensez que ces propositions-là correspondent à ce qu'on doit faire pour protéger les enfants aujourd'hui? Merci beaucoup, Madame la Haute-Commissaire. Je vous laisse répondre à cette question. Il y a encore 4 intervenants derrière. J'essaie de reprendre mes notes dans l'ordre. Et c'était le sénateur Iacovelli qui m'a posé, pour le coup, la question. Et ça venait d'abord... Ça commençait par les procédures de délaissement et comment on les accélère, comment on les améliore et comment la loi, effectivement, ça vient recroiser les propos de la sénatrice également. Non, j'allais dire également Rossignol. Madame la ministre, pour le coup, je connais vos travaux, je connais votre engagement. J'allais y arriver. Et sur la procédure de délaissement, encore une fois, oui, il y a un changement de doctrine. Il y a un changement de doctrine à accélérer. Ça vient également croiser les propos de la sénatrice Bourcier. On ne peut pas savoir qu'un certain nombre d'enfants vont être adoptables et laisser ce temps traîner. Oui, alors non, je sais que le mot ne plaît pas, mais c'est des abandons de fait et pas de droit. Et je sais que c'est plus policé de dire délaissement, mais objectivement, c'est ça. Et puis, il y a les situations où il y a eu plusieurs placements dans la fratrie et on sait effectivement que le risque, l'opportunité de retour, elle est extrêmement faible. Et donc, c'est là où se pose la question de quel intérêt on met en premier. Pas l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant est le plus tôt possible. Parce que si effectivement, très tôt, on arrive à le faire, alors il est parti pour avoir une famille de cœur, de la chance, de la stabilité et donc une sécurité affective. Mais ça veut dire, oui, ça veut dire des conseils de famille qui bougent, ça veut dire des positions au sein de la justice en termes de doctrine, parce qu'on a un sujet de doctrine qui bouge et qui vont plus vite. Alors on a les CSEX qui se sont installés et qui permettent quand même normalement
en tout cas en termes d'instance, d'aller plus rapidement à ceci. Se pose la question du statut des pupilles de l'État aussi, et qui mérite pour le coup d'être retravaillé, autant avec la justice que pour le coup les départements. Mais Monsieur le sénateur, vous avez commencé par ça. Moi, je pense que c'est une des réponses. Parce que, et pour le coup, ça vient recroiser les propos de la sénatrice Bourcier. Vous dites il y a de plus en plus d'enfants. Et c'est vrai. Il y a de plus en plus de signalements. Il y a on supporte de moins en moins, et heureusement, la violence ou la maltraitance sur les enfants. Et c'est très bien. Mais le système n'a pas été pensé pour être autant en institution ou avec autant de familles, d'assistants familiaux. Ça n'a pas été pensé pour ça. Ça n'a pas été pensé comme ça. Et donc la seule manière de finalement revenir à l'essence même de l'aide sociale à l'enfance, c'est d'être en très grande prévention, d'avoir en réalité une adoption qui fonctionne. Parce que si vous arrivez effectivement à un âge plus avancé, 7 ans, 8 ans, vous avez moins de chances d'être adopté. C'est ça la vérité. Et donc vous êtes parti pour passer toute votre vie. Et quand vous sortez de la pouponnière et que vous retrouvez toute votre vie, pour le coup, certes accompagné, mais c'est pas la place. C'est pas le projet pour le coup initial. D'où la question de comment on accompagne quand on voit qu'il y a de plus en plus d'enfants, et c'est une réalité. D'abord en faisant de la prévention très précoce pour éviter à devoir placer et accueillir. Et c'est typiquement la situation, par exemple, de familles plus en fragilité, mais aussi le droit au répit. Enfin, c'est aujourd'hui, et on l'entend, c'est parfois dur de pousser la porte de la PMI pour dire j'ai besoin d'aide, alors qu'on sait que c'est aussi ceux qui contrôlent et qui peuvent être en situation d'alerte. Donc comment on construit peut-être matériellement les équipes qui font du soutien à la parentalité et finalement les équipes de contrôle. C'est pas très simple et j'en ai absolument conscience, mais se pose cette question-là de par qui on se fait accompagner quand on a besoin d'aide, sans se dire je prends le risque qu'on m'enlève, parce que c'est ça. J'ai peur qu'on m'en enlève, j'ai peur qu'on m'enlève mon enfant. Et ça pour le coup il faut réussir à le briser. Monsieur le sénateur Iacovelli, vous avez parlé de votre proposition de loi, et moi, pour le coup, je n'espère qu'une chose, c'est qu'elle trouve un calendrier rapidement à l'Assemblée nationale, puisque aujourd'hui, c'est un blocage effectif. Aujourd'hui, si on ne peut pas permettre aujourd'hui à la fonction, pour le coup, publique, de pouvoir être en cumul d'activités si elle le souhaite, alors que ça peut répondre quand on est sur ce qu'on disait, un enfant petit reconversion. Enfin, ça répond à des besoins, et surtout, il n'y a pas de raison qu'ils aient moins de droits que les autres. Enfin, oui, il faut juste laisser la possibilité. Et après, même si on laisse la possibilité, ça reste quand même une formation à te dire et à suivre. C'est pas un agrément de droit, c'est juste l'opportunité. Après, toute la formation, elle est à faire. Hein. C'est pas dérogatoire. Oui, non, mais je prends le point, et je me souviens des échanges à l'époque de la loi qui alertaient sur leur statut et leur fédéralisme, d'où la question du travail sur le statut des travailleurs sociaux qui est porté par la ministre Vautrin dans le cadre global de la loi sur la question de l'attractivité. Vous avez souligné, monsieur le sénateur, l'accès aux soins, la pédopsychiatrie, l'accès aux droits et à la scolarité. Oui, vous avez raison, monsieur le sénateur, il n'y a aucune raison de déscolariser pour accéder, mais la réalité, c'est que comme c'est des professionnels qui sont sur le temps de la journée, ils le font à ce moment-là. Par contre, ça a des conséquences. Ça a d'autant plus de conséquences sur la scolarité que quand on voit la multiplicité de lieux d'accueil sur le déplacement d'école. Et donc, le nombre, pour le coup, de changements d'école a des conséquences de fait sur le suivi. Et c'est là où scolarité protégée que santé protégée sont encore très inégales d'un territoire à l'autre. Et c'est là où la question de comment on fait converger, comment on contrôle et comment on évalue se pose. Il y a des réalités, par exemple sur santé protégée, il y a des territoires qui ont généralisé, qui ont l'offre médicale, même si elle est quand même tendue partout, mais qui y arrivent, et d'autres qui n'ont pas d'offre médicale. Mais par contre, on ne peut pas laisser la vie d'un enfant ou sa situation à la loterie de la chance de quelle est la qualité de l'offre de soins ou de la politique exactement portée par le département. Et c'est là où on a un enjeu d'égalité entre ces enfants.
Vous m'avez parlé également de la question des jeunes majeurs, monsieur le sénateur. Moi, je pense que le rôle des associations aussi d'anciens enfants placés sont absolument essentiels aujourd'hui dans le dispositif d'accompagnement. Il y a des départements qui testent le 25 ans, et pas que 21 que pose la loi. Vous avez également parlé de la déjudiciarisation. La notion, moi, pour le coup, j'ai toujours été favorable à la présence d'un avocat. Se pose quand même la question du discernement dans notre droit civil, qui est quand même soulevé à chaque fois, et du statut de tous ceux qui accompagnent l'enfant. Je pense évidemment aux administrateurs ad hoc, sachant qu'on peut se retrouver devant le juge des enfants sans greffier, avec des parents qui ont un avocat et un éducateur pour seul accompagnant de l'enfant. Et on voit que voilà, la difficulté, elle est réelle, elle est objective. Et là, je ne fais que raconter voilà, un état de fait. Je le fais. Et puis j'ai eu l'occasion de m'exprimer déjà publiquement sur cette proposition. Je vois que le président me dit d'accélérer, donc j'accélère. Participation des enfants, oui, bien sûr. D'abord dans les territoires, mais pas que. Aujourd'hui, il y a des travaux de l'UNICEF qui sont extrêmement intéressants sur la participation des enfants et l'installation de collèges au sein du CNPE, au sein du HCFEA également. Enfin, la parole des enfants, mieux l'accueillir et mieux l'entendre. Et donc, être accompagné pour l'accueillir est absolument essentiel, peut-être un peu plus encore quand ça les touche en direct. Et aujourd'hui, c'est quand même très disparate. On continue. Madame la sénatrice Boursier, je pense que j'ai répondu du coup en 2 temps. Madame la sénatrice Canales, sur la commission nationale de réparation, pour n'évacuer aucune des questions, aujourd'hui, c'est à l'arbitrage de la ministre Vautrin, qui fait un retour bien sûr à la députée Isabelle Santiago, qui a fait ce rapport, mais on connaît les travaux pour le coup suisses en particulier. Et c'est une demande également des anciens enfants placés qui, pareil, dans leur livre blanc, souhaitent avoir l'installation de cette commission. Vous avez parlé de la charge aujourd'hui que peuvent avoir, si vous me passez le mot, comme transfert sur la responsabilité de la santé. Là, je parle des enfants qui sont censés relever des IME ou des ITEP, pour le coup, qui se retrouvent parfois dans des doubles vulnérabilités. Alors en réalité, un enfant qui a un besoin d'IME n'a pas vocation à être par essence à l'aide sociale à l'enfance. Enfin, c'est un dévoiement du système, mais c'est pas sa place, c'est pas le parcours. En tout cas, c'était pas le besoin. Et je sais que la ministre, pour le coup, en charge des personnes en situation de handicap, travaille à l'époque déjà sur l'amendement Creton pour le coup libérer plus de place pour les enfants et l'accompagnement et le départ des jeunes majeurs. Mais encore une fois, eux-mêmes ont des besoins d'accueil. Donc en fait, on a l'impression que ça tourne. Mais objectivement, un enfant qui a besoin d'une place en IME se retrouve, pour lui, pas dans de bonnes conditions quand il est dans une structure qui n'est pas adaptée. C'est pour lui, pour l'équilibre de l'équipe. C'est la double vulnérabilité et du coup la complexité parfois d'accueillir des enfants dans les lieux qui ne sont pas pour le coup adaptés, parce que IME signifie soins. Et aide sociale à l'enfance, ce n'est pas un établissement de soins. Et je pense que c'est important de rappeler la responsabilité qui pèse sur chacun. Sur la question des AEMO, parce que vous avez souligné, le fond de votre question, parce que pour bien comprendre, c'était comment les accompagner ou les évaluer. Les PAD. Il y a beaucoup d'incertitudes autour du cannabis qui conduit à des interprétations qui ne sont pas nécessairement très bonnes pour les enfants. Je prends le point. Et le dernier que vous m'avez posé, c'est les assistants maternels et les impayés quand elles ne sont pas pages. Je me renseigne et je vous fais un retour, bien sûr, via la commission, puisque je n'ai pas le point à date. Madame la ministre, Madame la sénatrice Rossignol, vous avez d'abord fait un constat de la situation, pour le coup, de l'enfance, de ses contraintes, mais aussi des inepties sur la question de la Alors, quand je parlais de surexposition, c'était plus global, je ne parlais pas des 0-6 ans, parce qu'il y a des tranches d'âge, et en fait, en réalité, si on voit la question des 12 ans ou même des 15 ans, on est en situation de surexposition, mais pour le coup, c'est très clair. La Société de pédiatrie a été très claire sur le 0-6 et l'exposition tout court. J'étais plus sur d'autres tranches d'âge. Vous avez parlé de la question du contrôle de l'identité.
de la nécessité de faire la réforme de l'adoption. Et oui, la réforme de l'adoption, elle passe par deux choses, l'accélération des procédures et l'évolution de l'adoption et de notre modèle. Et donc, du coup, et donc du mouvement de la chancellerie et de l'accompagnement. C'est pour ça que dans les travaux que nous menons, la chancellerie prend pleinement sa part et que ce n'est pas juste une accélération des procédures. Les remontées sont très claires. Aujourd'hui, on ne peut pas rester dans une situation où on a des enfants qui sont en situation, qui peuvent être adoptés, qui ne sont pas adoptés, des familles qui ont un agrément, qui le renouvellent, qui n'ont pas d'enfants, et la fin de l'adoption internationale quasiment, puisqu'on est à moins de 100. Voilà, on est arrivé à un momentum, ça ne peut plus continuer en l'état, et c'est pour ça que moi je suis favorable, Madame la sénatrice, à l'évolution du cadre, en privilégiant toujours dans un premier temps d'abord la famille proche, parce que c'est l'esprit de la loi. Je pense qu'on peut trouver, quand les contrôles sont faits dans la famille proche, une réponse. Mais quand cette réponse n'est pas possible, eh bien, plus vite couper le lien et permettre à l'enfant de grandir dans un cadre sécurisé et durable. Mais je ne dis pas que c'est simple. Et oui, ça nécessite un changement de doctrine, mais qui vaut le coup de mener la bataille. Et si vous permettez, Madame la sénatrice, vous avez également parlé des différents textes qui sont en cours, donc je ne vais éluder aucune question. J'ai un certain nombre de retours, bien sûr, des bâtonniers, des associations, mais du fait des travaux qui sont en cours, je me réserve, Madame la sénatrice, la réponse. Très bien. Je donne maintenant la parole à Nadia Sollogoub. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Haute Commissaire. Juste un petit mot très simple. Avec mes collègues Marion Calalès et Marie-Do Schliman, nous menons actuellement des travaux dans le cadre d'une mission d'information sur la prévention. Donc, dans tous les propos que vous avez tenus et dans quasiment toutes les questions et remarques de mes collègues, on a compris à quel point votre Haut Commissariat a un rôle central et stratégique sur les missions de prévention. Donc voilà, j'enfonce une porte ouverte et je sais que vous n'avez pas de baguette magique, mais est-ce que vous pensez pouvoir renforcer les moyens de la médecine scolaire dans le cadre de vos missions? Merci. Merci bien. La parole à Marie-Claude Lermite. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame la Haute Commissaire. On a beaucoup parlé de placement et on a trop peu parlé, à mon goût, de avant le placement. Voilà, on vient d'en esquisser un peu les choses. Beaucoup de choses sont faites sur les territoires, beaucoup de choses sont faites par les départements notamment, mais je veux dire, on ne prend pas la difficulté à la naissance, et pour le coup, le terme est là. J'ai un peu de cheveux gris, j'ai un peu d'expérience en tant qu'assistante sociale de secteur, les polyvalentes de secteur. Et il y a X années, on faisait des visites, ce qu'on appelait des visites prénatales. C'est-à-dire qu'on se mettait à disposition, alors à l'époque c'était plus des mamans, maintenant je vais dire que c'est des familles, pour les rencontrer. Et on avait déjà à l'époque ce petit... des alertes sur certaines familles qu'on n'a plus aujourd'hui. Je rejoins le manque de moyens du coup, parce que tout ça s'est arrêté certainement par manque de moyens pour les départements. Et je pense que c'était déjà un dépistage quelque part. Et puis, ce qui manque à mon goût aussi, c'est lors des déclarations de grossesse, on ne rencontre pas les familles, on ne leur explique pas leurs droits et leurs devoirs. On le fait dans beaucoup de cas et pas là. Donc je pense qu'il y a peut-être un créneau à prendre sur une rencontre avec des parents, sous quelque forme qu'elle soit, je ne sais pas. Voilà. Je pense que ça éviterait quand même pas mal de choses. Et puis je vous ai entendu parler de la PMI et du contrôle. Ça, c'est dans le cas extrême, parce que pour moi, les travailleurs sociaux et médico-sociaux doivent être d'abord dans l'accompagnement et dans la prévention. Et effectivement... le contrôle doit arriver bien à la suite et vraiment dans des circonstances où il n'y a plus grand-chose à faire, et ça existe malheureusement. Je reviens sur les blocages à l'adoption. Ça fait des années qu'on tourne en rond, il n'y a rien qui se débloque, mais tout le monde l'a dit. Sur la formation des travailleurs sociaux, puisqu'on a une société qui change beaucoup et les travailleurs sociaux à cheveux gris comme moi n'ont pas la même formation que les travailleurs sociaux d'aujourd'hui. Et il y a des choses certainement à revoir, il y a des choses à adapter sur nos jeunes générations et sur l'attractivité des métiers, mais ça a déjà été dit aussi.
Et donc la petite alerte sur les ASFAM, je l'ai dit tout à l'heure, notamment pour les agents qui sont en charge de la protection de l'enfance ou tout au moins des suivis des enfants. Voilà ce que je voulais dire globalement. Et puis c'est vrai qu'on a parlé des parents aussi, parce que voilà, il y a eu Laurence Rossignol en a parlé, avec les parents biologiques qui sont quand même des parents et à qui il faut garder voilà, le lien. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais ajouter. Pour terminer, Patricia Demas. Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, merci. Je salue bien évidemment, comme l'ensemble de mes collègues, votre engagement et vos excellentes intentions. J'aimerais que vous nous rassuriez, Madame la Ministre, parce qu'au regard de tout ce que nous avons entendu, au regard des enjeux de l'enfance, que ce soit en matière de protection, de lutte ou encore d'enjeux pour la santé, j'aimerais que vous nous rassuriez sur les moyens dont vous disposez pour mener à bien une feuille de route qui est immense et gigantesque. Là, c'est ma première question. Et puis la seconde, c'est comment vous allez bâtir cette feuille de route en interaction et quelle fluidité vous aurez entre les différents ministères, quelle priorité dans les commandes que vous aurez à faire. Et puis enfin, dernière question, et qui est subsidiaire presque, on n'a pas parlé de la santé, de la prévention et de l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Est-ce que cela fait partie de vos stratégies? Comment fluidifier les parcours? Voilà, donc quelle est votre feuille de route et surtout, quels sont vos moyens pour concrétiser vos bonnes intentions? Merci. Alors, non, là. Nadia, très bien. Madame la Haute-Commissaire, donc on commence par Nadia Sollogoub. Je retrouve mes notes. Voilà. C'était la prévention. C'était médecine scolaire, Madame la sénatrice. Ouais. Sur la question de la médecine scolaire, oui, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que aujourd'hui les infirmières scolaires en particulier sont extrêmement importantes dans le dispositif. Il ne faut pas oublier qu'elles font des politiques de prévention et donc très très tôt se pose la question aussi des contrôles réguliers. Hier, j'ai eu un débat extrêmement intéressant avec les infirmières scolaires et pour le coup plus largement la médecine scolaire pour être clair. Et est-ce que oui ou non on peut permettre par exemple plus de perméabilité, les renforcer? Il y a des postes qui sont ouverts qui ne sont pas qui sont pas pourvus, hein, c'est ça la réalité. Peut-être comment avoir un réseau plus fort avec les PMI ou la médecine libérale. Moi je pense qu'il ne faut rien s'interdire, mais oui, les enfants, ils sont là et on détecte très vite là. Donc, c'est un axe prioritaire, d'ailleurs, qui est porté par la ministre de l'Éducation nationale. Là, je commence. Ouais, mes notes commencent à être dans le désordre. Madame la sénatrice, la question que vous posez, elle est avant le placement. Et oui, bien sûr qu'il faut en réalité éviter le placement. Un enfant, sa place, elle est dans sa famille, sauf s'il est victime de violences. Et dès la naissance, il y a l'accompagnement périnatal, il y a les fameux 1000 premiers jours, sauf que la question qui peut se poser légitimement, c'est pendant la grossesse, quel accompagnement? Alors, vous avez tous les exercices de préparation à, mais c'est pas la parentalité, c'est d'abord son corps et c'est plutôt la maternité. Exactement, c'est plutôt l'aspect santé, c'est plutôt l'aspect santé au sens maternel du terme. C'est physique, c'est quels vont être les exercices de rééducation du périnée. Enfin, je donne un exemple, mais objectivement, c'est pas l'accompagnement à la parentalité. Et donc, comment on l'amène en amont? Je pense que c'est vraiment une structuration d'une offre en termes de prévention à proposer, à accueillir. Aujourd'hui, c'est très inégal. Il y a des offres, mais franchement, c'est pas coordonné. Je ne sais pas vous dire qu'est-ce que ça, en termes de qualité, d'évaluation, de contrôle. C'est très, très inégal. Donc, je suis extrêmement vigilante avec ça. Donc, prénatal. Pourquoi pas hein, la question de l'accompagnement quand on fait la déclaration, sauf qu'aujourd'hui, cette déclaration, quand elle se fait, par exemple, à la CAF, elle est à distance aujourd'hui. C'est vous envoyez une information, par exemple, de grossesse. Oui, mais il n'y a pas de rencontre. Enfin, il n'y a pas d'interaction. Oui, il n'y a plus d'interaction physique, c'est pour ça. C'est juste une information. Ce qui peut être fait, c'est proposer peut-être, proposer pour le coup une rencontre si les moyens le permettent, puisque la question c'est comment tu assures ces demandes. Mais
plus on anticipe, mieux c'est. Et je vais aller même plus vite. C'est qu'on sait qu'il y a parfois certaines fragilités et qu'il va y avoir une décision de placement à la naissance. À ce moment-là, on peut faire une OPP bien en amont et être prêt pour éviter typiquement la question de la pouponnière si on l'a anticipé. Et donc si l'OPP est faite avant, au moment de la naissance, il n'y a plus de placement en pouponnière. Mais encore une fois, ça veut dire une anticipation. Allez, on continue. Et donc, dans la suite de vos sujets, vous avez dit contrôle, prévention. Bien sûr, la question, c'est l'accompagnement, sauf qu'il y a des missions de contrôle, et je pense évidemment aux assistantes, par exemple, aux assistantes maternelles. C'est plutôt la perception et les métiers qu'il faut donner à voir pour montrer la suite et l'évolution. L'adoption CNAOP, je pense, du coup, j'ai mis parents biologiques, le rôle CNAP. Les enfants ont besoin de savoir quelle est leur histoire, se pose aussi la question, même si je sais que c'est extrêmement particulier et qu'il faut être prudent dans les mots, parce que ça mérite plus de 30 secondes d'expression, mais l'accouchement dans le secret, la question des enfants qui sont nés sous X, l'accès à leurs origines, aux informations autour, enfin, c'est pas anodin, même si c'est deux sujets différents, c'est juste l'illustration de l'accompagnement nécessaire et de la nécessité de bosser plus en profondeur le sujet. Et pour conclure, puisque là, je sais que... Mais monsieur le Président, c'est la Commission qui est très engagée sur le sujet. Sur les moyens. Ah oui, les moyens. Et d'ailleurs, il y a une question complémentaire sur les ETP. Concrètement, combien vous êtes? Ah ben, je vais dire. Je vais dire, du coup, pour donner tous les... Ah bah oui. Pour le coup, quand on est au Sénat ou à l'Assemblée nationale, le rôle, c'est de dire en transparence les moyens qu'on a pour mener ces missions. La feuille de route, c'est celle que j'ai présentée dans les propos liminaires. Donc, il y a, dans cet ordre, c'est pas un ordre de priorité, mais c'est les grands axes et les grands blocs. Donc, je disais adoption, petite enfance, lutte contre les violences. La mission du Haut Commissariat, ça va être de coordonner des politiques publiques, pas de les porter en direct, puisque deux de ces politiques publiques, d'ailleurs, sont des politiques publiques décentralisées. Protection de l'enfance en premier. Et la deuxième méthodologie de mission, c'est la coordination interministérielle. C'est-à-dire, oui, apporter à chaque réunion où il y a des décisions qui sont prises qui touchent les enfants, la globalité, la pluridisciplinarité de ce qui l'impacte. Donc, je me retrouve dans des réunions éducation nationale ou des réunions justice à poser à hauteur d'enfant les différents points qui l'impactent. Et donc dire, attention, là, on a un enjeu de santé, là, on a un enjeu de département, puisque c'est des enfants de l'aide sociale. Et donc, ça va vraiment être cet exercice de, pas de défense, le mot est pas juste, mais de prise en compte et en considération de la place de l'enfant dans la pluridisciplinarité des professionnels autour de lui. Ça, c'est pour vous donner les priorités, parce qu'effectivement, sinon, ça peut être infini, mais en fait, pour tout le monde, voilà les priorités que j'ai. La prévention et l'adoption sont essentielles. Dans prévention, il y a écran. C'est quand même un enjeu qui est très, pour le coup, interministériel. Et sur la question des enfants en situation de handicap, il relève vraiment de la ministre en charge des enfants, des personnes en situation de handicap. Et sur les moyens plus matériels, plus opérationnels, j'ai une équipe de 6 personnes qui sont du coup à mes côtés. On est basé au ministère de la Santé et des Solidarités. On est tous collaborateurs du ministère et on mobilise le ministère de la Santé, de l'Éducation nationale, du ministère des Affaires étrangères sur les conventions internationales qui lient les droits des enfants, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Travail, j'essaie de ne pas en oublier, un certain nombre de commissions ou de conseils qui sont en soutien. Et j'ai la présence à mes côtés également de 3 experts qui sont détachés, qui sont plutôt sur des missions de soutien. Un qui est un spécialiste de la question de l'adoption qui vient pour le coup et qui viendra du ministère de la Justice. Quelqu'un qui est sur la santé scolaire et qui vient plutôt du ministère de l'Éducation nationale, mais qui a aussi une vision sur la participation des enfants au sein de l'Éducation nationale. Et enfin, c'est en cours du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères. Donc ça nous fait une équipe qui est au global bien doté, avec la mobilisation des administrations équivalentes. J'espère que la réponse a été la plus transparente et la plus claire, Madame la sénatrice.